pour faire simple, nous on préfère quand ils sont activés que quand ils ne sont pas activés, sinon on ne peut rien en faire. Mais je ne vais peut-être pas m'arrêter là. D'un point de vue, du point de vue de l'architecte réseau, moi je dirais qu'on n'est plus dans le débat de la duplication des réseaux dans le très haut débit, dans les RIP de deuxième génération. Pourquoi? Parce que finalement, on a plus de 90% du coût CAPEX qui est un coût de passif. Donc on a bien un seul réseau passif, à part les exceptions des 100 communes, sinon on n'a bien qu'un seul réseau. Donc déjà, ça met les choses déjà plus claires au début des discussions. Après, savoir si on fait des offres activées ou non activées, pour nous, c'est pas vraiment un problème. Moi, je rejoins un peu David. Il y a les deux, il y a toujours les deux offres. Sur un réseau, on aura toujours les deux offres, passif et actif. Et il n'y a pas du tout de problème à faire coexister ces deux offres. Déjà. Après, on peut parler du dégroupage virtuel. Là aussi, je rejoins ce que disait David sur les nouvelles technologies et la nouvelle façon de pouvoir dégrouper virtuellement en bitstream. On n'est plus du tout là où on en était avec la DSL. C'est-à-dire que maintenant, on a de très gros besoins d'un point de vue technologique, certes, c'est-à-dire du débit, mais aussi de la latence, mais aussi des différentes qualités de service pour faire de la e-santé ce qu'on veut, et surtout avec l'apparition du cloud, des contraintes techniques qui sont de plus en plus fortes, des contraintes de sécurité. Tout cela est possible maintenant. La gestion des SLA est largement possible avec les équipements actuels, à partir du VDSL2 jusqu'au FTTH, évidemment, en passant par toutes les technologies d'accès. Donc ce n'est plus vraiment un problème. On a dans certains pays, puisque c'est un petit peu notre particularité ici, c'est qu'on est présent un peu dans tous les pays, on a dans certains pays des modèles qui sont partis vers du bitstream, d'autres modèles plutôt vers de la concurrence par les infrastructures actives. On peut s'adapter à tous ces modèles sans problème. En France, on n'est pas tellement sur l'actif, d'un point de vue général, on va dire, au-delà des RIP, de façon générale, on n'est pas sur des modèles comme on a en Australie, par exemple, où on gère très bien tous ces différents niveaux de qualité de service. Donc ce n'est pas un problème technologique. Par contre, on rejoint le fait que ce ne soit pas un problème technologique. On a des modèles comme ça dans les différentes parties du monde. Maintenant, ce que je voudrais aborder quand même, c'est le cuivre versus FTTH, parce que faut peut-être pas trop opposer cuivre et FTTH, parce qu'on a besoin du cuivre, et en particulier dans les architectures FTTDP, dont on parle beaucoup en ce moment. Le cuivre va encore être utile pour la partie terminale, c'est-à-dire qu'on a une évolution progressive du FTTH à mettre en place. C'est pas toujours si facile, y compris dans les zones denses, parce que pour rentrer dans les appartements, parfois on a quand même quelques soucis. Il faut au moins 4 heures d'intervention dans un appartement pour aller installer la fibre, et on développe des technologies intermédiaires pour pouvoir utiliser les derniers mètres de cuivre dans les réseaux, même dans les réseaux très denses. Dans les réseaux moins denses, les zones pavillonnaires, etc., ça peut aussi être utile. Donc il faut quand même penser à cela, et là aussi on a des architectures qui permettent des choses ou pas, suivant les pays et suivant ce qui est autorisé d'un point de vue de la réglementation. Donc pour faire simple, si on va de la DSL2+, jusqu'au FTTH, on va avoir du VDSL2 qui commence à être autorisé en France, VDSL2 qui va pouvoir nous permettre de faire une première zone de FTTDP, c'est-à-dire s'approcher tout près de l'habitation. Ensuite, le VDSL2 vectoring. On a 4 millions de lignes déjà déployées en vectoring dans le monde. Donc ça, c'est pas le modèle français. Donc
On ne le trouvera sûrement pas en France, mais c'est quand même intéressant de le savoir. Ça se fait où, par exemple? Alors sur le vectoring, ça se fait en Belgique, par exemple, où on a fait sauter le dégroupage, finalement, parce qu'il n'avait pas bien marché, hein, puisqu'il faut le dire, ça a bien marché en France. C'est un très beau modèle qui a bien marché sur les RIP 1G, qui ne facilite pas trop sur ces aspects de montée en débit vers le FTTH. Donc il y a le vectoring, ensuite le G.fast qui va être normalisé fin d'année, qui lui va permettre d'atteindre des gigabits par seconde sur le cuivre dans la partie terminale. On a tous les constructeurs, nous y compris, on a le produit qui est prêt, mais comme la normalisation n'est pas faite, l'ITU va l'avoir normalisé fin 2014, donc on l'aura mi-2015, cette technologie. Celle-là, elle sera utilisable en 1 pour 1 dans le modèle français. Et ensuite, le FTTH. Donc toutes ces technologies, c'est important de le savoir, permettent aussi le bitstream. Il n'y a pas de souci avec ça. Pour les coûts de ces technologies, c'est quand même important aussi de voir que si on prend un coût de 1 pour la DSL 2+, en gros le FTTH est considéré par les opérateurs, si on fait une moyenne, et on l'a fait par en gros un coût 16 fois supérieur à la DSL 2+. Et si on se place dans un truc intermédiaire avec du FTTC, c'est-à-dire qu'on va à un nœud où on dessert 250 foyers, par exemple, on est à 4 fois. Donc ça fait 1, 4, 16. Donc c'est quand même assez important. Plus on se rapproche, plus c'est un peu exponentiel en CAPEX, le coût. Bon, évidemment, je l'ai dit au début, ce CAPEX ne représente que 7% de notre discussion ici. Donc, mais enfin, c'est quand même un éclairage qui peut être intéressant. Et il n'y a pas que le CAPEX, il y a aussi, je le disais, c'est le coût pour aller installer, le coût pour les opérateurs qui sont obligés de le faire eux-mêmes, qui ne peuvent pas laisser les clients installer leur box, etc. Donc ça, c'est important. Et on est sur des échelles, là, de 3 à 5 ans pour l'équipement actif, alors qu'on est sur 10 ans pour essayer d'avoir 100% de pénétration de la fibre en fibre noire en France. Donc ça, c'est... Voilà. Après, dans le monde, on a les différents modèles, si ça peut intéresser. On a AT&T qui développe, avec Verizon aux États-Unis, qui développe énormément de fibres, mais AT&T utilise quand même du vectoring aussi, pour répondre à votre question. Deutsche Telekom, qui déploie énormément de vectoring, va déployer énormément de vectoring parce qu'il considère que c'est 70% moins cher que le FTTH. C'est pas nous, c'est de... Et ils font des offres accès hybride, c'est-à-dire que sur tous les accès qu'ils ont seront LTE et vectoring en même temps. On a Belgacom, qui donc, j'en ai parlé, profite un petit peu du fait que c'était plus simple puisqu'il n'y avait pas tellement d'opérateurs alternatifs, pour pas dire pas du tout. Voilà, c'était plus pratique. Mais il y a British Telecom aussi est un cas intéressant, parce que British Telecom va déployer massivement du G.fast, parce que ces points de raccordement sont toujours très proches de l'habitation. Donc ils sont en train de développer des architectures qui vont leur permettre de faire du G.fast. En attendant, ils font du VDSL2 pour le FTTDP. Et puis Swisscom qui va faire aussi du VDSL2 et du G.fast. Donc ces technologies-là sont importantes et il faut les considérer quand même. Il faut considérer quand même l'utilisation du cuivre parce que on a des problèmes de taux de pénétration, sinon on paraît également. Voilà. Donc Marc, vous ne condamnez pas le cuivre, en fait. Je ne condamne pas les derniers mètres de cuivre, je les condamne à terme, ça c'est clair. Nous, on sait qu'on est 100% FTTH, mais il y a la façon d'y aller. Et même l'ARCEP a considéré que le sujet du FTTDP était un sujet FTTH.